Alors, je me présente, Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce matin. Donc, je vois qu'on est environ 25 personnes. On avait plus d'une trentaine de personnes inscrites. Bienvenue à tous. Donc, cette deuxième rencontre pour faire le bilan de l'implantation du nouveau lien cyclable sur le chemin Sainte-Foy. La rencontre de ce matin s'adresse particulièrement aux commerçants et aux institutions du secteur. Donc, on, on vise à faire avec vous le bilan du lien cyclable. L'objectif, c'est de vous permettre là, de prendre connaissance des chiffres là, qui ont été compilés par les experts et aussi de vous permettre là, de poser des questions, également de faire vos commentaires pour bonifier le projet. Donc, je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, on a Madame Catherine Vallière-Roland, qui est membre du comité exécutif, également qui est la conseillère municipale de votre district, le district de Montcalm-Saint-Sacrement. Bonjour. Bonjour. Nous avons également qui va se joindre à nous. Ah, il est là. Parfait. Bonjour. Monsieur Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif, qui est responsable de la mobilité et de la sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons les intervenants de la ville qui vont faire la présentation du contenu ce matin. Donc, Monsieur David O'Brien, directeur de projet mobilité. Bonjour. Également, il est accompagné de Karine Chalifou, architecte paysagiste à l'équipe Vélocité, Bonjour. et de Véronique Sanson, qui est conseillère en planification du transport au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour tout le monde. On a aussi d'autres intervenants villes qui sont là pour répondre à des questions. Donc, je ne les présenterai pas dans le détail, mais on est nombreux aujourd'hui pour vous écouter. Avant de passer la parole à Mme Vallière-Roland pour le mot de bienvenue, juste quelques consignes techniques. Donc, la séance est enregistrée. Donc, on vise à diffuser l'enregistrement sur le site Internet de la ville par la suite. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, vous pouvez garder votre caméra fermée. Euh, Peut-être pour la présentation, vous pouvez aussi garder votre caméra fermée puis la rouvrir quand on fera la période d'échange ensuite. Je vous expliquerai le déroulement de la période d'échange. On en a pour 30 minutes environ pour la présentation, puis ensuite on se donne environ 45 minutes à 1 heure. On vise terminer au plus tard à 11 heures. On sait que les commerçants, vous êtes des gens très occupés, ainsi que les institutions, donc on ne veut pas prendre trop de votre temps. Mais on est là pour, bien sûr, répondre à vos questions aujourd'hui. Et si jamais il y a des questions qu'on ne peut pas répondre ce matin, on fera le suivi par la suite. Alors, je donne la parole à Madame Catherine Vallière-Roland pour le mot de bienvenue. Merci Marie. Alors, bonjour à vous tous. Je serai brève en introduction, mais simplement vous remercier tout d'abord de votre présence. Vous êtes en grand nombre. Euh, L'idée ce matin, comme vous le savez, on s'était engagé le 5 septembre dernier lorsqu'on a procédé à l'inauguration du lien cyclable à revenir vers vous. Après avoir mesuré les impacts positifs, négatifs de la piste cyclable, on s'est engagé à revenir vers vous vers la fin novembre. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter l'ensemble des données qui ont été recueillies par les équipes. Il y a vraiment un immense travail qui a été fait dans les dernières semaines. Il y a beaucoup d'observations, de relevés qui ont été effectués par plusieurs euh, des employés de la ville qui travaillent sur le projet de piste cyclable. Donc, c'est un premier bilan. Ce sont des données, bien sûr, qui seront prises de façon continue dans les prochains mois. Mais donc, on vous présente ça ce matin. Euh, et l'objectif, ça va être aussi de faire en sorte qu'à travers vos observations, on soit en mesure dans les prochains mois d'identifier les éléments qui vont mériter de continuer d'être mesurés. Donc, les éléments qu'on va souhaiter continuer de suivre dans les prochains mois. Et bien sûr, comme la piste cyclable est un projet évolutif que l'on souhaite bonifier, on va vouloir aussi identifier les éléments qui sont à améliorer dans les prochains mois et les prochaines années. On a, à travers, bien sûr, nos observations, il y a déjà des éléments là, qu'on a identifiés et dont on va vouloir discuter avec vous ce matin. Mais je pense que nos échanges aujourd'hui vont être très riches à cet égard-là. Alors, je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi les équipes et je souligne la présence de mon collègue Pierre-Luc Lachance aussi, que je remercie d'être avec nous ce matin. Alors, je vous souhaite une belle séance.
Merci, Madame Valérie Roland. Donc, je cède la parole maintenant à David O'Brien pour la présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour, bon matin. Donc, on est très content, l'équipe Vélocité et moi-même, de vous présenter ce matin là, un recueil là, qu'on a fait au cours des derniers mois de données statistiques d'observation, de données de suivi sur l'implantation du lien cyclable et les effets sur le milieu. Madame Vallière-Roland, vous l'avez bien mentionné, hein, on s'était engagé à vous revenir à la fin de l'automne. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment, dans notre présentation, on ne reviendra pas sur le pourquoi du lien, hein. On a fait cet exercice-là en septembre. Moi, je reconnais plusieurs noms, plusieurs visages là, qu'on a rencontrés évidemment lors de la grande rencontre au conseil de quartier. On vous a vu aussi beaucoup sur le terrain. Donc aujourd'hui, on va droit au but. On vous présente les constats, les statistiques et par la suite une longue période d'échange là, pour passer directement là, à la discussion. Donc voilà un peu le menu pour aujourd'hui. Donc, vous voyez sur la présentation qui est partagée, euh, on va vous présenter l'ensemble des données. Dans les données de suivi là, qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y a le débit piéton, le débit cycliste, le temps de parcours véhiculaire sur l'axe, l'occupation des espaces de stationnement, alors la durée, le taux d'occupation, les données économiques de la zone commerciale, donc de la rue Aymar à l'avenue Saint-Sacrement. On va vous présenter également l'observation des comportements cyclistes, le taux de respect de l'obligation d'aller tout droit ou tourner à droite à l'angle du chemin Sainte-Foy de l'avenue Hollande, l'interdiction de virage à gauche finalement, la surveillance policière et la sécurité routière. Donc, on va vous faire un bilan des accidents. Et évidemment, le volet relations avec les citoyens, avec les commerçants, on a quelques données à vous présenter également. C'est une présentation qui est un petit peu plus allégée que celle qu'on a fait hier soir en séance publique, compte tenu qu'on voulait se concentrer sur les données qui ont une importance pour vous et par la suite donner plus de place là, à la période d'échange. Peut-être avant de passer la parole à ma collègue Karine, on veut vous présenter quelques photos là, qu'on a relevées sur le terrain lors de la période de la rentrée scolaire. Alors, vous voyez le lien cyclable donc en fonction qui, évidemment, là, a été très utilisé dans la période de la rentrée. On voit là, le matin, on a vécu plusieurs pointes, là, notamment, là, on voit des étudiants qui s'en vont vers les cégeps et l'université, vers l'ouest. Donc, un bon taux d'utilisation là, dans certaines périodes de pointe le matin. Donc, des images assez intéressantes. On voit aussi dans ce cas-ci ce qu'on n'aurait jamais pensé voir sur le chemin Sainte-Foy avant, hein. Donc, des enfants, donc une mère avec sa fille là, qui apprend à faire du vélo. Donc, encore là, on voit aussi la présence de piétons sur l'axe, là. Donc, vraiment un nouveau chemin Sainte-Foy, une redéfinition là, du partage de l'espace public. C'est intéressant de le voir. Et encore une autre photo qui vous démontre là, l'interaction le matin de cyclistes donc, qui s'en vont vers leur destination. On voit, là, on a vu une hausse importante là, sur le lien cyclable de parents avec des enfants. Donc, vous voyez sur la photo un beau clin d'œil là, à l'effet du lien cyclable. Donc, voilà, on est rendu à la discussion sur les débits piétons. Je cède la parole à ma collègue Karine Chalifou, qui est architecte paysagiste et qui pourra donc vous présenter quelques données. Par la suite, ça sera Véronique Sanson, qui est conseillère en planification des transports dans l'équipe Vélocité urbaniste. Et à la fin, je reviendrai. Merci. Alors, à toi, Karine. Merci, David. Alors, je vais inviter aussi, là, au besoin, David et Véronique à bonifier si des petits éléments là, que j'oublierais de vous présenter lors des premières diapositives. Donc, je suis ici pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait comme relevé concernant les débits piétons. On est allé en avant-projet observer le nombre de passages piétons qu'on avait dans l'artère, le long de l'artère commerciale, là, donc entre l'avenue Marguerite-Bourgeois et l'avenue Hollande, pour pour les piétons qui circulaient tant sur le trottoir côté nord que sur le trottoir du côté sud. Et on a relevé un nombre de 358 passages piétons sur l'artère commerciale avant l'implantation du lien cyclable. Et on est retourné après l'implantation du lien, puis nos passages piétons étaient plutôt de l'ordre là, de 507 piétons. Donc, on a constaté une augmentation moyenne là, de 42% des piétons, des passages piétons sur l'axe. On a aussi effectué ces comptages-là, là, juste rapidement comme méthode de collecte, là, effectuer ces passages-là, ces comptages-là en même temps que les passages routiers. Puis on a tenté aussi d'avoir des journées représentatives avant projet comme après projet là, pour la fiabilité des données.
On a aussi fait des relevés concernant les débits cyclistes. Donc, les données qu'on possédait étaient des données d'avant-projet qui datent de 2016. La méthode de relevé ou de collecte a été faite avec des comptages par tube et on a observé sur une période de 2 à 3 semaines en fin d'été ou septembre. Donc, notre moyenne de passage cycliste avant l'implantation du projet, donc avant toute installation là, pour sécuriser un lien cyclable, on avait une moyenne de passage de 632 cyclistes par jour en 2016 avec une pointe qui a été observée pour la journée la plus achalandée à 935 cyclistes. Après l'implantation du projet, donc cette année, toujours dans la même période, là, fin août, début septembre, la moyenne des passages avait augmenté. Là, on était à plutôt 1500 passages cyclistes, 1530 passages cyclistes par jour, donc une hausse de 142%, avec une pointe observée pour la journée la plus utilisée sur cette période de relevé-là de 2000 cyclistes par jour. Donc, on peut constater là aujourd'hui que le chemin Sainte-Foy fait partie du top 3 des axes cyclables les plus achalandés de la ville. Puis c'est notre plus utilisé là, concernant les axes à vocation utilitaire. Puis pour la terminologie, là, un axe à vocation utilitaire, c'est un axe qui est utilisé pour se rendre à destination. Donc, que ce soit une destination de travail, une destination de loisirs ou une destination par exemple, on a beaucoup les écoles en tête, là, on est à proximité des cégeps, des universités, contrairement à nos axes qui sont plus récréatifs, là, qui servent à se balader ou s'entraîner. J'aimerais porter votre attention sur la méthode de collecte. Là, on est conscient que quand on fait des relevés sur des périodes de 2 ou 3 semaines, on est un peu tributaire de la météo, par exemple, ou d'éléments ou d'événements ponctuels qui auraient pu arriver durant ces périodes-là. Avant 2019, la Ville ne faisait pas de données annualisées, mais depuis 2019, on a des données annualisées qui, après des manipulations statistiques, nous permettent d'avoir des portraits plus réalistes des passages. Mais sachez qu'à partir des semaines à venir, on va implanter une caméra, puis je vais te demander de passer à la diapositive suivante, David. C'est un compteur permanent que la Ville a décidé d'installer à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'intersection Marguerite-Bourgeois. Puis ça va nous permettre d'avoir les données annualisées du chemin Sainte-Foy en lui-même pour lui et on va pouvoir suivre les données 365 jours par an. Puis la façon dont cette caméra-là fonctionne, c'est qu'elle est munie d'une intelligence artificielle qui est capable de détecter et d'interpréter le type d'usagers qui circulent sur l'axe. Donc, que ce soit un piéton, un cycliste, il est même capable de déterminer si c'est un autobus ou un véhicule, une voiture là, ordinaire. Donc, cette analyse-là se fait en temps réel dans la caméra. C'est les données anonymes qui nous sont sorties. Donc, ça va nous permettre effectivement d'avoir un portrait de 365 jours par année sur le chemin Sainte-Foy. Un autre des éléments évalués a été le temps de parcours véhiculaire en période de pointe du matin et en période de pointe du soir, en avant-projet et en après-projet, parce qu'on voulait voir la différence de temps pour se déplacer de l'avenue Aymar jusqu'à l'avenue des Érables. Le trajet en direction est, à la période de pointe du matin avant projet, on était dans un temps d'un ordre de 9 minutes 12 secondes. Puis après projet, on a vu une diminution de ce temps de parcours-là à 7 minutes 19 secondes. Ça fait presque 2 minutes de moins. Par contre, en direction ouest, en avant-projet, on avait du 7 minutes 12 secondes, puis une augmentation de 2 minutes 30, 2 minutes 40 après projet. On émet l'hypothèse que le temps de parcours qui a été diminué en direction est là, a été dû, entre autres, à l'interdiction de virage à gauche sur l'avenue Hollande qui a contribué à fluidifier la circulation. Puis, au travail sur la programmation des feux qu'on a fait dans l'ensemble du parcours. L'augmentation du temps en période de pointe le matin pour la direction vers les universités, c'était quand même quelque chose à laquelle on s'attendait. Puis en avril, on était venu vous présenter des anticipations, puis on s'attendait à ce qu'il y ait des augmentations de temps. Donc, nous, notre surprise, ça a été la réduction du temps de parcours en direction est le matin.
Sur cette diapositive, vous voyez la période du soir. Donc, dans la période du soir entre 15h et 18h, on est plus dans ce qu'on avait anticipé avec des augmentations de temps de parcours, tant en direction colline parlementaire qu'en direction université. Donc, des temps de parcours augmentés de 2 minutes ou 2 minutes 50 secondes. On a aussi, parmi nos relevés, les données qu'on est allé cueillir, a été les occupations du stationnement. Donc, on a des diapositives sur le stationnement sur rue. Celle-ci vous présente les relevés qui ont été faits avant projet en 2019. Dans un rayon de 500 mètres de l'école Saint-Sacrement, donc à 6 minutes de marche. Globalement, avant projet, on avait un taux d'occupation de 46%. Il faut être prudent parce que dans la donnée, parce que c'est-à-dire, c'est pas parce que sur un 24 heures, on a un 46% d'occupation qu'on n'a pas des périodes où on est plus occupé, là. Donc, c'est pour ça que les données ont été prises à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, 18 heures et 21 heures pour nous donner un portrait global. Après projet, on aurait fait le même exercice et le taux d'occupation dans les rues est plutôt de l'ordre de 38%. Puis sur la carte, ben, on peut voir que c'est aussi pas uniformément réparti. Hein? Un 38%, on a des rues qui sont vraiment plus occupées et achalandées en occupation de stationnement. On voit notamment la rue Frontenac dans sa portion nord ou la rue Marie-Rollet qui ressortent en rouge et en orange, tandis que les zones où est-ce que les bâtonnets sont verts ou jaunes, là, on a un peu moins d'occupation dans le secteur. L'observation a été faite en novembre de cette année. On a aussi regardé le stationnement en rue parce qu'on a effectué des modifications concernant l'utilisation du stationnement. Donc, le stationnement sous la caisse et derrière la caisse. Il n'y a pas eu de modification à l'usage pour le stationnement sous la caisse. Donc, c'était du 60 minutes avant projet, c'est resté du 60 minutes après projet. Par contre, on a transformé les parcomètres pour du 120 minutes. Donc, ce qu'on voit comme utilisation, c'est vraiment une augmentation de la zone 120 minutes après l'implantation du lien cyclable, avec des périodes plus achalandées entre 10 et 11 le matin, puis entre 14 et 15 l'après-midi. On voit une augmentation là, du 36% au moment où c'était des parcomètres à 77% après l'implantation du projet. Fait qu'on voit que notre mesure a permis là, de démocratiser ou d'utiliser le stationnement d'une manière différente puis que ça semble répondre à des besoins. On est aussi allé ponctuellement faire des relevés à 18h et à 21h pour voir le taux d'occupation. Puis la zone de 120 minutes est encore occupée quand même à bonne capacité. Puis la zone de 60 minutes, là aussi, on a des taux d'occupation quand même intéressants. On est allé relever les occupations des débarcadères, hein, des zones de 15 minutes qu'on a implantées pour permettre notamment dans notre intention là, à Vélocité là, de favoriser des déposes minutes ou bien faciliter la livraison pour certains commerces du secteur. Donc, directement face à l'église ou face à la SAQ, il y a 3 espaces de stationnement qui ont été aménagés en période 15 minutes. Le relevé qu'on a fait, c'est qu'on a environ 10 utilisateurs par heure avec un taux moyen d'occupation, d'utilisation de 5 minutes. Donc, c'est vraiment de courtes périodes, puis on présume que c'est vraiment, comme je viens de vous l'expliquer, du in and out, une petite livraison qui prend pas de temps. Donc, le temps d'utilisation est parlant ici. Puis, il est quand même bien occupé avec un 10 personnes. Les espaces de stationnement 15 minutes qui ont été aménagés au nord et au sud du chemin Sainte-Foy sur l'avenue Marguerite-Bourgeois aussi ont été relevés où on est allé cueillir de la donnée. Donc, les 2 espaces de stationnement au nord, on a constaté qu'on avait un nombre d'utilisateurs de 4 par heure avec un temps d'utilisation moyen de 8 minutes. Tandis que dans la portion au sud du chemin Sainte-Foy, donc sur Marguerite-Bourgeois, on a 5 espaces de stationnement et il y a en moyenne 3 utilisateurs par heure avec un temps d'utilisation de 13 minutes. Donc, on constate que notre temps de 15 minutes est approprié pour les besoins des gens qui l'utilisent.
On a 5 espaces, donc ils ne sont pas utilisés à pleine capacité avec un nombre d'utilisateurs de 3. Karine, je t'arrête juste une seconde. Pour ces zones-là, on a déjà reçu, il y a certains d'entre vous qui avaient partagé des commentaires, là, entre autres à Madame Vallière-Roland, sur la possibilité, par exemple, que le 15 minutes devienne du stationnement après 17 ou 18 heures et que le nombre des 5 espaces, là, justement, dans la portion sud, qu'on voit qui sont un petit peu moins utilisés, ben, qu'on puisse les réduire à 3. Donc, sachez que ces commentaires-là, nous les avons reçus. On est en train de faire les analyses là, pour voir si c'est des choses qu'on est en mesure d'implanter. Là. Donc, on est en train de le regarder. Merci Véronique pour l'intervention pertinente. Concernant le dernier débarcadère ou la dernière zone 15 minutes qui a été aménagée sur la rue Aymar, il y a 2 espaces de stationnement qui ont été aménagés à cet endroit-là avec un relevé qu'on est allé vérifier où on a environ 3 utilisateurs par heure puis un temps d'utilisation moyen d'environ 5 minutes. En toute transparence, je mettrai un petit bémol sur ce débarcadère-là parce que c'est celui sur lequel on a effectué le moindre relevé, hein, parce qu'on n'y va pas qu'une seule fois quand on veut faire des temps d'utilisation moyens, mais celui-là, on est encore en cours de cueillette de données, donc on va continuer d'aller faire des observations là, pour avoir un portrait égal aux autres ou plus juste par rapport aux autres. Fait que je voulais vous le souligner, là, c'est quelque chose qu'on continue de faire comme Madame Vallière-Roland vous le dit, là, nos relevés et notre monitorage se continuent au-delà de la rencontre d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Véronique qui va compléter les données qu'on a recueillies. Super, merci Karine. Sachez que notre collègue là, qui est responsable des données a poussé un petit peu les analyses sur le débarcadère. Ils sont pas dans cette présentation-là, fait qu'on pourra vous le montrer en fin de rencontre, là, mais on a un petit peu plus de détails sur la destination des gens qui utilisent ces débarcadères-là. Fait qu'on pourra y revenir en fin de présentation. Au niveau des données économiques, on voulait vous le présenter. Par contre, sachez que c'est des données qu'on n'a pas encore complétées. Il nous manque des données à recevoir. C'est juste qu'on trouvait ça intéressant que vous puissiez constater qu'est-ce qu'on va regarder dans ce sujet-là, là, finalement. Donc, les données qui ont été utilisées, c'est les données des terminaux Moneris. Donc, on a fait affaire avec l'entreprise là, qui gère les bornes de paiement, là, donc les terminaux de paiement pour carte de crédit. Eux vont toujours faire une validation préalable là, dans les secteurs demandés pour valider s'ils ont assez de clients pour que les données soient anonymes, mais c'était le cas. Donc, dans ce cas-ci, de notre côté, on n'a pas de données qui est liées à un commerce précis, mais vraiment à la zone là, totale. Le seul petit élément négatif par rapport à ces données-là, c'est que ça exclut tout paiement en argent et tout achat en ligne. Fait que c'est vraiment un portrait partiel. Par contre, on le sait que la carte de crédit de nos jours est quand même beaucoup utilisée, là, donc on trouvait ça quand même intéressant. David, tu peux changer. Le type de données qu'on va recueillir, en fait, c'est les 3 premiers chiffres des codes postaux des clients ainsi que le total dépensé par ces 3 premiers chiffres-là. Pour nous, c'était utile d'aller voir ces données-là pour voir si votre rue commerçante était plus une rue de destination régionale, par exemple, ou des commerces un petit peu plus locaux. Donc, ce que vous voyez plus en bleu et en vert, ben, c'est là où on a un plus grand poids économique associé à des codes postaux. Donc, on voit que c'est quand même situé à proximité là, de l'artère commerciale, avec un petit peu avec Vanier aussi, Sainte-Foy et Sillery. Donc, vos consommateurs viennent quand même là, globalement à proximité du secteur. Les données que vous voyez sur la carte, c'est juillet à septembre 2023, là, mais comme je vous dis, ça nous prend encore excusez-moi, ça nous prend encore un comparatif dans les années à venir et les années passées là, qu'on aura par la suite. L'autre élément qu'on est allé récolter, c'est le total des sommes dépensées dans la zone, donc les totales, vraiment l'entièreté des commerces, l'entièreté de la zone. Donc, c'est ces données-là, malheureusement, qu'on n'a pas encore de comparatif avec les autres années. Donc, on les reçoit à coût de 3 mois. Là, donc, ça vous donne un peu une idée là, du type de données qu'on va récolter. On pourra vous revenir là, par la suite à ce sujet-là. Un autre élément qu'on a fait, en fait, c'est d'aller vraiment chercher des données plus qualitatives sur le comportement des cyclistes. Donc, on a fait des relevés terrain là, aux heures de pointe
sur l'axe du chemin Sainte-Foy, mais également sur d'autres axes cyclables de la ville qui ont des standards plus minimaux pour être capable de comparer un petit peu là, le type de comportement. Un des points qui est ressorti en premier, qui est très, très pertinent, là, c'est qu'on a 44 de femmes sur le chemin Sainte-Foy versus 37 sur les autres axes. Selon la littérature scientifique de notre domaine, c'est prouvé que plus il y a de femmes sur un lien cyclable, plus le lien est sécuritaire et accessible à tous. Donc, pour nous, c'est super intéressant, puis on sent qu'on va se rapprocher là, de plus en plus vers l'inclusivité pour cet aspect-là. On est aussi allé regarder le respect de l'ensemble des règles de sécurité routière. Donc là-dedans, j'inclus vraiment très large là, le respect des feux de circulation, le respect de la signalisation, le port d'écouteurs, le port du casque à vélo électrique. Donc vraiment là, l'entièreté des règles. On a constaté que 75 des cyclistes ont un comportement conforme, là, donc qui respectent l'entièreté des règles. On a 13 de cyclistes qu'on a appelé un peu comportement opportuniste, si je peux dire. Là, le terme est peut-être pas bien choisi, mais c'est des cyclistes qui ont une conscience de leur environnement, qui vont respecter les règles, mais qui vont, par exemple, pas faire l'arrêt complet. Ils vont arriver à un feu rouge, ils vont regarder à gauche, à droite, et ils vont décider de s'engager par la suite. Donc, c'est quand même des comportements qui ne sont pas réglementaires, mais qui a quand même une attention portée à l'environnement. Puis finalement, ben, on a un 12 là, de cyclistes téméraires là, qui, dans leur cas, respectent peu les règles de sécurité routière. Sachez que c'est des chiffres qui sont semblables sur les autres axes de la ville, donc c'est pas particulier là, pour le chemin Sainte-Foy. Pour le respect des feux de circulation, on sait que c'est un enjeu important, particulièrement le respect de la priorité piétonne aux feux de circulation. Donc, on constate là, que sur le chemin Sainte-Foy, c'est 84 des cyclistes qui respectent les feux de circulation et qui respectent la priorité piétonne aux feux là, piétons. Sachez que ce 84 %-là, c'est le même aussi dans nos autres axes de la Ville de Québec. Donc, on a vraiment un 16 là, de cyclistes avec qui nous, on va chercher à rejoindre là, pour les sensibiliser vraiment au bon comportement. Bien sûr, un des aspects importants du projet, c'était l'obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite au chemin Sainte-Foy et Hollande là, ou à la côte Saint-Sacrement. Donc, on a relevé un petit peu dans le temps le changement de comportement parce qu'on sait que c'est une habitude qui doit se prendre dans le temps. Donc, après une semaine de la mise en place du projet, on était à 49 infractions, ce qui est beaucoup par heure. Mais plus le projet a avancé, plus ce nombre d'infractions a diminué. Donc, c'est sûr que nous, c'est un aspect qu'on va continuer à regarder, là, puis ce qui va m'amener à parler de la prochaine diapositive. Mais il y a eu aussi une augmentation de la surveillance policière là, qui a probablement contribué à cette diminution-là. Vous en avez sûrement entendu parler, là, on sait que on en a entendu parler aussi dans les radios là, du secteur, mais la police a fait vraiment des opérations plus importantes dans le secteur là, cet automne. En date du 23 novembre, il y avait 191 constats qui avaient été remis à des automobilistes, mais aussi à des cyclistes. On n'est malheureusement pas capable d'aller obtenir la donnée exacte pour le nombre de cyclistes. On sait que c'est une question que vous vous posez, là, mais les deux ensemble, on a été capable d'aller chercher que c'est 191 constats. Les principales raisons, ben, c'est excès de vitesse, utilisation du cellulaire, les mouvements interdits, donc ça, entre autres, l'interdiction de virage à gauche, le stationnement dans la piste cyclable et le non-respect là, de la signalisation. La police a fait énormément d'interventions aussi auprès des cyclistes pour les sensibiliser à la nouvelle signalisation. Il y a eu une augmentation aussi de la présence policière là, pour les agents de stationnement, donc le stationnement dans la bande cyclable. Et au niveau des accidents, ben, depuis la mise en place du service, excusez-moi, du lien cyclable, il y a eu une collision auto-cycliste là, qui a été répertoriée, qui était un virage à droite automobile qui, dans une rue résidentielle sans feu, là, que la personne n'a pas respecté la priorité cycliste là, d'aller en ligne droite. On voulait refaire un petit retour sur la relation avec les citoyens, les commerçants. De notre côté, on a reçu 280 demandes citoyennes au 3-1 depuis la mise en place là, du projet, en fait, dès le début de sa mise en place et jusqu'à aujourd'hui. Ces demandes-là étaient variées. Je vous dirais qu'il y en avait que c'est des demandes d'information, des questionnements sur le choix de l'axe, des commentaires positifs, ce qui est assez rare. Je ne le cacherai pas que c'est assez rare que les gens appellent au 3-1 pour nous faire des commentaires positifs.
positifs. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des commentaires bien négatifs, bien entendu aussi. Donc, tous ces échanges-là nous permettent, nous, là, aussi d'alimenter les commentaires et les suggestions là, pour la bonification du projet. Il y a eu des échanges sur le terrain avec des citoyens, avec les commerçants aussi. Là, on vous a rencontré à plusieurs reprises. Les kiosques d'accès transport viable au début septembre là, a permis de sensibiliser 362 piétons et cyclistes au début de la mise en place du projet. Il y a eu des rencontres dans 4 des résidences aussi là, du secteur que vous avez nommées à l'écran, puis plusieurs visites terrain là, de la part de l'équipe, mais aussi de nos élus, là, particulièrement Madame Valiarola. Tu peux changer, David? Voilà, je te recède la parole pour la suite. Merci beaucoup, Véronique. Merci à Karine aussi pour la portion de présentation. Donc, considérant l'ensemble de ces données-là, évidemment, on a fait des constats comme équipe qu'on va vous présenter. Euh, Évidemment, bon, on a mis en place donc un lien cyclable qui est sécuritaire. Il y a un sentiment de sécurité maintenant qui est présent pour les cyclistes, hein. On part d'un chemin Sainte-Foy, il n'y avait pas de lien. Alors, avec une infrastructure qui est sécuritaire. On a constaté aussi une baisse de la vitesse pratiquée et une amélioration des conditions de la sécurité routière pour tous les usagers. Donc, vraiment, là, là-dessus, je pense que ça vient changer énormément l'environnement du chemin Sainte-Foy. On a constaté aussi un respect des feux cyclistes imparfait. Il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des cyclistes. Ça, on en est bien conscient. Comme Véronique vous l'a présenté, là, il y a un bon quand même pourcentage de cyclistes téméraires ou opportunistes qui ne respecteront pas les signalisations en place. Donc, nous, on pense qu'une des solutions, c'est vraiment de miser sur la sensibilisation. On le fait et c'est ce qu'on va continuer à faire. La cohabitation aussi, la visibilité des cyclistes et des autos aux entrées charretières, donc on pense que c'est à améliorer. Encore là, ce n'est pas parfait. Il y a des entrées charretières où on a ciblé notamment l'ajout de marquage vert. Vous en avez à certains endroits. On pense qu'à d'autres endroits, il n'y en a pas. On peut venir bonifier ça et venir vraiment là, peaufiner l'affichage, la signalisation. La cohabitation entre les piétons et les cyclistes aux intersections avec feu, encore là, il y a tout un enjeu de sensibilisation auprès des cyclistes à faire parce que, on vous le rappelle, hein, le premier usager qui est prioritaire, c'est le piéton, avant tout. Donc, le tout passe par la sensibilisation et on est conscient qu'il y a du travail à faire là. Vous avez vu dans les données présentées pour les débits véhiculaires, il y a un impact sur la circulation véhiculaire, mais qui est modéré quand même. Euh, la synchronisation et la programmation des feux, c'est à optimiser. On le sait qu'il y a du travail à faire, notamment dans le secteur belvédère, où la synchronisation de quelques feux très rapprochés là, n'est pas parfaite. On l'a constaté et nos équipes, évidemment, vont travailler là-dessus. On en est bien conscient. Le tout, évidemment, dans un objectif de fluidifier encore plus la circulation et de baisser les temps de déplacement que vous avez vus là, plus tôt dans la présentation. On a constaté aussi que l'occurrence et la durée des périodes de congestion, les heures de pointe, là, c'est quand même similaire aux années précédentes. Même quand on retourne là, au volet pré-pandémique, les heures de pointe sont similairement là, au même moment et grosso modo de même durée. Donc là-dessus, on n'a pas vu de grands changements. C'est vraiment un des constats qu'on a fait sur le terrain. Le stationnement sur rue et hors rue, vous avez vu les chiffres aussi. On constate qu'ils sont non saturés et encore capacitaires. Donc, il y a encore de la disponibilité autant dans le stationnement à l'arrière de la caisse que dans le stationnement sur rue dans les rues voisinantes. Donc, encore là, il y a de la marge pour l'utilisation. Voilà un peu l'ensemble des constats. Vous voyez que on le voit dans toutes nos analyses, il y a du travail à faire, il y a de la bonification à faire, on en est conscient. Et évidemment, c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois pour s'assurer que la prochaine saison, il y ait des améliorations qui soient faites et que les différents commentaires que vous nous avez faits, que les citoyens nous ont faits dans la rencontre hier soir aussi, vont être intégrés et pris en compte. Dans les prochaines étapes, évidemment, il va y avoir le suivi du déneigement, hein. On a fait le bilan pour la saison automnale, mais évidemment, il y a l'hiver qui vient de débuter. Et pour nous, ça aussi, c'est un autre élément qui est important. Je veux rappeler là, d'entrée de jeu que le trottoir est toujours prioritaire hein, sur les liens cyclables lors du déneigement.
La ville et l'entrepreneur, parce que c'est un entrepreneur qui fait le déneigement dans le secteur du chemin Sainte-Foy, sont en mode apprentissage. On en a bien parlé lors de la conférence de presse annonçant la saison de déneigement là, il y a 2 semaines. Pour le chemin Sainte-Foy, on est en ajustement de méthode avec l'entrepreneur. Donc, évidemment, on a connu nos premières bordées dans la dernière semaine là, assez d'importance. Nos équipes vont s'ajuster pour s'assurer là, que le déneigement se fasse de la bonne façon. Peut-être vous rappeler aussi ce qu'on a communiqué lors de cette annonce-là, hein, pendant ou après une opération de déblaiement. La neige entassée en bordure de rue peut rendre le lien cyclable inaccessible partiellement là, pendant un certain temps. Donc, la priorité est avant tout le déneigement des trottoirs. Et le lien cyclable, il est normal qu'il y ait un délai avant qu'il soit praticable pour les cyclistes. Ça, on a voulu vraiment modérer les attentes des utilisateurs, puis on voulait vous le mentionner. Je pense que c'est important. Évidemment, il y a toujours aussi des délais. Plus la bordée va être importante, ben, ça se peut qu'il y ait des délais de 24 à 48 heures avant le déclenchement d'une opération, après le déclenchement d'une opération d'enlèvement qui est à prévoir afin que le lien soit complètement praticable. Donc, encore là, on veut se donner une marge de manœuvre pour prioriser avant tout le déneigement du trottoir et de la voie de circulation. Le lien cyclable, il se peut que ça ne soit pas parfait dans les heures qui suivent une tempête, évidemment. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait vous mentionner. On est bien conscient qu'il y a du travail à faire et nos équipes vont ajuster le tout là, dans les prochaines semaines. Et on va pouvoir suivre ça cet hiver puis vous revenir avec d'autres constats là, prochainement. Dans les autres prochaines étapes, vous voyez, donc on vous l'a mentionné, on va poursuivre donc notre suivi de données hein, sur le terrain. Ce n'est pas terminé. Il y a plusieurs données qu'on veut monitorer là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, tout le long de la saison hivernale. On vous avait parlé au mois de septembre là, d'un projet pilote pour l'ajout de plateformes, donc de quais à certains arrêts d'autobus. Donc, on a reporté ce projet-là au printemps et ça va se faire. Donc, au printemps, on va faire un projet pilote qui va être aux arrêts face à l'avenue Brown, donc dans le secteur Montcalm. Ce projet-là va nous permettre de tester la chose et de voir si c'est une solution qu'on répercutera là, sur l'ensemble du projet sur le chemin Sainte-Foy. Donc, à suivre, c'est vraiment dans une perspective de tester et on reviendra par la suite si c'est concluant. D'autres analyses, évidemment, sont en cours, hein. Je vous le mentionne, hein, on veut être en mode d'amélioration continue. Donc, pour des bonifications au projet en 2024, notamment l'ajout de feux cyclistes, hein. Vous l'avez vu, on en a à quelques endroits sur le lien cyclable, mais là, on souhaite vraiment revenir et en ajouter à l'ensemble des feux de circulation, donc les signaux lumineux le long de l'axe. Ça va être une des bonifications là, pour 2024. L'ajout de marquage vert, j'en ai parlé rapidement, aux endroits où il n'y en a pas, notamment là, aux entrées charretières et aux intersections. C'est un autre élément pour lequel on veut revenir faire de la bonification. Et en ajoutant, on pense que c'est très utile pour bien départager les usages sur la chaussée et c'est un bon repère visuel, notamment pour les cyclistes et les automobilistes et les piétons pour démarquer là, la présence du lien cyclable et le passage des cyclistes. Donc, un autre élément qu'on va ajouter. Je vous ai parlé de programmation des feux de circulation. On en est bien conscient. Il y a du travail de peaufinement à faire, notamment dans le secteur belvédère. Donc, il y a une amélioration de la synchronisation des feux qui va être faite en 2024. Et il y a d'autres mesures qui sont en analyse par l'équipe, notamment là, en lien avec la circulation de transit. On continue à regarder les données et on réfléchit à des solutions là, pour être sûr d'arriver avec la bonne mesure au bon endroit au bon moment. C'est important. Si on agit trop rapidement avec une mesure qui n'est pas bien étayée, ben, souvent, ça n'apporte pas de plus-value. Donc, on veut faire le bon choix. Et ça, évidemment, on reviendra lorsqu'on aura d'autres propositions à faire là, de bonification, outre celles que je vous ai déjà mentionnées. On a parlé également lors de l'inauguration officielle du lien. Vous vous souvenez peut-être de la conférence de presse au début du mois de septembre d'une possible prolongation. Donc, nos équipes planchent là-dessus. On est en analyse, il y a des études en cours. Malheureusement, on n'est pas rendu au moment où on peut vous annoncer quoi que ce soit. Toutefois, on y réfléchit. L'objectif à terme, évidemment, comme M. le maire l'a mentionné le 5 septembre dernier, c'est de relier à terme le Vieux-Québec à l'Université Laval dans le cadre d'un axe. Donc, évidemment, la portion, vous connaissez, du chemin Sainte-Foy en fait partie.
Pour la prolongation aux deux extrémités, c'est à suivre. On va vous revenir en temps et lieu lorsque nos analyses et les études seront avancées. Et voilà, donc on a déjà complété notre présentation et on est rendu à la période d'échange. David, je vais juste euh, rajouter une petite information là, qu'on n'a pas présentée sous forme de diapositive, mais qui, je crois, peut être pertinente pour les commerçants qui sont à l'écoute ce matin. On a aussi fait des relevés sur les vitesses pratiquées dans le secteur. Donc, on avait 3 points d'observation le long du tracé. Puis, plus spécifiquement dans le secteur Saint-Sacrement, vis-à-vis l'école, on a constaté des diminutions de vitesse qui ont été pratiquées avant projet versus ensuite suite à l'implantation du lien cyclable. Donc, auparavant, on avait une vitesse pratiquée moyenne là, vis-à-vis l'école de 54 km/h. Puis après l'implantation du lien cyclable, on a vu une diminution à 45 km/h. Donc, je pensais que c'était une donnée qui était peut-être importante à vous partager parce que ça faisait aussi partie de nos objectifs d'aménagement, d'apaiser le secteur puis d'apaiser la circulation. Puis, je peux vous mentionner aussi qu'on a fait aussi des évaluations de vitesse pratiquée ailleurs sur le parcours un peu plus à l'est. Et on a aussi vu des diminutions qui sont moins significatives, mais qui sont là toutefois. Puis, dans la méthode de relevé, les vitesses pratiquées avant projet ont été évaluées en hiver, alors qu'en général, on est conscient qu'en période hivernale, les véhicules circulent un petit peu moins rapidement. Puis, notre donnée d'après-projet, ben, on n'a pas pu aller faire ça, ce relevé-là en février. On n'est pas encore rendu en février, mais on va faire des relevés supplémentaires de vitesse pour pouvoir comparer, comme on vous l'expliquait, là, dans des journées similaires ou des périodes similaires éventuellement. Fait qu'on espère que la vitesse va être encore d'autant plus réduite, mais on voulait vous le partager aujourd'hui. Fait que ça termine mon intervention. Parfait. Alors, merci beaucoup pour les présentateurs. Donc, simplement, je vais vous expliquer les règles qu'on se donne là, pour les échanges. Donc, on va se donner environ 1 heure. On vise terminer avant 11 heures. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions soit avec l'outil Q&R. À ce moment-là, vous tapez à l'écrit votre question. Nous, on peut la lire et puis la diriger vers l'intervenant de la ville pour y répondre. Également, c'est possible qu'il y ait certaines questions qu'on réponde par écrit. On a plusieurs personnes là, qui vont pouvoir répondre aux questions écrites. D'ailleurs, les intervenants en ville, je vous ai donné le statut de co-hôte pour vous permettre de voir les questions et y répondre. Autrement, vous pouvez aussi lever la main. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton « Lever la main ». Il se trouve quelque part sur votre écran. Parfois, il se trouve dans le bouton « Réaction ». Donc, vous pouvez utiliser « Lever la main » et à ce moment-là, on vous demandera d'ouvrir votre micro et d'intervenir. On va se limiter à un temps de parole de 2 à 3 minutes là, pour permettre au plus grand nombre de personnes de s'exprimer. Je vous partage aussi des questions qu'on a posées lors de la séance d'hier soir pour susciter les échanges. Donc, quels sont les éléments que vous appréciez du projet et pourquoi? Quels sont les éléments à ajuster et pourquoi? Et puis, si vous avez des idées ou des suggestions pour faciliter la cohabitation ou améliorer le projet. Donc, on est en mode écoute, bonification du projet, ça fait partie du bilan aussi de vous entendre. Et puis, comme la séance de ce matin s'adressait plus particulièrement aux commerçants et aux institutions, je vais donner la parole en priorité là, aux intervenants, là, aux personnes qui représentent là, justement un commerce ou une institution du secteur. Donc, pour les gens qui prennent la parole au micro, je vous invite à vous présenter, à vous dire à quel titre vous intervenez, puis peut-être le nom de votre commerce ou de votre institution pour qu'on puisse bien comprendre votre point de vue. Alors, on a déjà des commentaires qui rentrent par écrit, mais je vois une main levée, donc je vais permettre à Mme Caroline Blais de prendre la parole et puis de nous dire à quel titre vous intervenez, s'il vous plaît. Ah, on ne vous entend pas. Peut-être réactiver le son de votre micro. Non, ça fonctionne. Oui, allez-y. Non, on ne vous entend pas. Alors, à ce moment-là, Mme Blais, ce que je suggère, c'est simplement quitter la rencontre et puis reconnectez-vous dans Zoom avec le même lien de connexion qu'on vous a donné au début. Parfois, là, les paramètres audio à ce moment-là peuvent se réactiver. Alors, on poursuit alors avec Mme Chantal Savoie. Vous pouvez ouvrir votre micro, on vous écoute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait.
Parfait. Alors, déjà, moi, je vous remercie de la présentation et puis du lien cyclable pour lequel je suis très favorable. Je ne redonnerai pas les différentes raisons pour gagner du temps parce que j'ai une demande peut-être à faire aux représentants de la ville, mais aussi à notre communauté d'affaires. Je me demande comment on peut faire pour que tous ces gens qui passent sur la piste cyclable s'arrêtent dans nos commerces. Moi, ce que j'ai vu beaucoup cet été, c'est des gens qui sont venus dans nos commerces en vélo plutôt que de venir à pied ou en voiture. Donc ça, c'est très chouette. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une petite proportion des 1500 personnes qui passent par jour en été qui s'arrêtent. Hein. Et c'est vraiment une question que je pose. Est-ce que peut-être on peut mandater quelqu'un pour réfléchir à ces questions-là, qui serait au-delà de offrir un café gratuit aux cyclistes? Ça, on peut le faire, mais bon, il y a peut-être des moyens plus créatifs pour faire que les gens s'arrêtent. Alors oui, il y a des supports à vélo, ça c'est super, ils sont utilisés. Malgré tout, j'ai pas vu tant que ça de personnes qui passaient et qui s'arrêtaient. Il y en a eu un peu, mais pas significativement. Moi, j'avoue que s'il y a 1% des 1500 qui passent, ça va faire une sacrée différence. Enfin, 1% qui s'arrête parmi les 1500 qui passent, ça va faire une sacrée différence sur nos chiffres d'affaires. Alors, c'est une question que j'ouvre. Est-ce qu'on peut peut-être mandater quelqu'un qui comparerait avec ce qui s'est fait ailleurs ou est-ce qu'il y a je sais pas, de la sensibilisation ou de la promotion qui peut se faire auprès des communautés de cyclistes? Question ouverte, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Parfait. Donc, merci, Madame Savoie. Alors, Monsieur Lachance, vous souhaitez répondre ou intervenir là-dessus? Je vous écoute. Je vais prendre le volet développement économique, étant l'ancien porteur du dossier. Donc, j'ai quand même connaissance un peu sur le sujet. Et vous avez raison, Madame Savoie. On a encore du travail à faire pour inciter nos cyclistes à aller utiliser les commerces qui côtoient via le lien cyclable. Oui, les infrastructures, vous l'avez dit, les racks à vélo sont un premier pas, mais c'est des choses qu'on veut travailler avec justement le regroupement de gens d'affaires du milieu pour voir comment on peut mieux diffuser de l'information. Il y a des programmes qui existent à la Ville de Québec via le plan commerce sur lesquels on est très dynamique et on est prêt à appuyer la communauté de gens d'affaires pour mieux rejoindre via des campagnes spécialisées pour justement rejoindre la clientèle cyclable. Donc, on n'est pas fermé du tout à recevoir des projets, bien au contraire. Et le plan commerce est en place justement à cet effet. Donc, ça va nous faire plaisir de continuer de répondre et d'améliorer. Et pour ça, je pense on est très ouvert à travailler avec le regroupement des commerçants. Là. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez être sûr de notre engagement là-dedans. Et ma collègue Catherine Vallière-Roland milite, je dirais, de façon très active à cet effet auprès de moi et de notre collègue David Weiser, qui est en charge du développement économique. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre avec un commentaire qu'on a reçu via le QR. Donc, je vais le lire, puis à ce moment-là, les intervenants de la ville, vous pourrez prendre la parole pour y répondre. Donc, c'est Monsieur ou Madame Dominique Boivin, je crois que vous, c'est le commerce Family Prix. Donc, la présentation de vos données représente une photo que vous avez choisie dans le temps. Il est inutile de le comparer à l'utilisation de 2016. L'utilisation du vélo a beaucoup changé. Les données du mois d'août ne sont pas comparables aux données actuelles. La piste cyclable est très peu utilisée depuis le mois d'octobre. Pour vivre dans le quartier comme résidente et comme femme d'affaires, je constate tous les jours des données complètement différentes des vôtres. Le stationnement de la Caisse populaire ne sont pas surveillés, sont toujours complets. Les débarcadères sont toujours complets devant la SAC. Les gens ne viennent pas à la pharmacie en vélo. Pour les personnes âgées ou malades. Je perds tous les jours des clients de longue date pour l'accès difficile. Le stationnement de la caisse ne répond pas du tout aux besoins des commerces. Il y a toujours eu des locaux vacants sur le chemin Sainte-Foy. C'est la première fois en 2023 que c'est complet. Et ensuite, elle mentionne, c'est désolant d'y avoir installé une piste cyclable. Il est certain que plusieurs commerces ne survivront pas à la première année de cette piste cyclable. L'évaluation avec les transactions par carte ne donnera pas les données réelles. Je n'ai qu'un souhait que cette piste cyclable soit fermée avant que les commerces ferment. La piste cyclable sur la rue de Calière est encore beaucoup utilisée et satisfait beaucoup de cyclistes. Donc là, je comprends qu'on a des préoccupations là, de Mme Boivin. Est-ce que, Monsieur Lachance, vous souhaitez prendre la parole là-dessus?
Ben, là-dessus, écoutez, j'entends le commentaire de la personne, mais pour nous, c'est clair, là. On reviendra pas en arrière. Ce projet-là est souhaité, mais il va continuer à être bonifié. C'est un projet transitoire sur lequel on a beaucoup de fondements. Autant, ben là, les données, vous pouvez dire, oui, c'était une photo prise dans le temps, mais toute mesure est une photo prise dans le temps. À cet effet-là, est-ce qu'on va renier tout ce qui existe en termes de données dans l'univers parce que c'est une photo prise dans le temps? La réponse, c'est non. Ça nous permet de faire, oui, un constat à ce moment-là et de continuer à poursuivre les travaux parce que l'idée, c'est que c'est des photos qu'on veut continuer de prendre et reprendre pour bien mesurer les choses. D'ailleurs, on ajoutera un compteur de personnes, d'autos et de vélos à partir des prochains mois pour être capable de mesurer tout le temps les impacts. Donc, pour nous, c'est vraiment important à ce niveau-là d'avoir des données pour continuer de justifier. Je pense que les données sont quand même pertinentes aujourd'hui. Pour ce qui est des débarcadères qui sont toujours complets, ben, on constate effectivement qu'il y a une bonne utilisation des débarcadères. Je pense que c'est quelque chose qui a été présenté tantôt avec les utilisations moyennes, par contre. Donc, nous, c'est des observations qu'on fait. Donc, c'est normal que ces endroits-là soient pris. C'est ça l'objectif du débarcadère, c'est qu'il y ait du roulement pour être capable d'accéder aux différents commerces. Et l'idée est de continuer justement à s'assurer que ces endroits-là demeurent accessibles et qu'il y en ait d'autres qui soient mis en place pour assurer l'utilisation de vos commerces. Je profite aussi de l'occasion pour répondre à la deuxième partie de votre commentaire, là, comme de quoi justement vous souhaitez que la piste Lab soit fermée. C'est votre choix, je l'entends. Malheureusement, je vous affirme que ça ne sera pas le cas. Cette piste Lab est là pour rester. Elle est là pour être bonifiée. Elle est là pour être encore plus sécurisée. Elle est là pour amener une vitalité et une utilisation de la mobilité active encore plus claire dans le futur. Donc, pour nous, ça fait partie de ce que sera cet outil supplémentaire-là et pour lequel on met beaucoup d'espoir et sur lequel, justement, on veut permettre aux commerçants de mieux capitaliser l'augmentation de l'usage. Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre avec une main levée. Donc, on a M. Paul Maquet. Donc, vous intervenez au nom de, je crois, du Conseil des quartiers de Montcalm. Vous nous direz à quel titre vous intervenez. Allez-y pour 2-3 minutes. Ah oui. Attendez que je... Euh, donc, je représente pas le conseil de quartier, mais le comité. Ben, je représente pas le comité. Je suis membre du comité transport du conseil de quartier de Montcalm. Alors, c'est pas une catégorie que c'est mentionné dans les textes de la ville, mais c'est pas. Vous avez pas parlé d'eux autres au début. Puis OK. 2-3 minutes, c'est toujours un problème. Alors, je vais me limiter. Un des sujets que vous n'avez pas du tout abordé, c'est le fait que vous avez réduit beaucoup le nombre de bollards sur le Pour chemin l'hiver. Sainte-Foy à l'approche de l'hiver. Alors, disons que là, je me disais, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la situation que vous envisagez au printemps, été, automne prochain? Est-ce que vous allez réinstaller autant de bollards qui étaient là au début ou si vous allez laisser seulement ceux qui sont là actuellement ou si vous allez avoir quelque chose entre les deux, là, un certain nombre? Ce que je pourrais dire, c'est que je trouvais que l'idée de mettre beaucoup de bollards était une bonne idée. C'est ça pour bien passer le message. C'est ça que les automobilistes ne devaient pas stationner dans la voie cyclable. J'ai comme l'impression que peut-être le message a passé et que l'année prochaine, vous n'auriez pas à installer autant de bollards que ce qui était là avant. Bon, l'avantage de mettre moins de bollards, c'est concernant aussi le passage des camions de pompiers. Hier soir, M. O'Brien a dit, pas de problème, on a la préemption de feu. Bon, mais mettez-vous dans le scénario. Moi, je suis passé, il y avait beaucoup de circulation entre Belvedere et Côte-Saint-Sacrement, dans les deux directions. Même si le feu de préemption est allumé,
ça prend un certain temps pour dissiper une file de circulation. Alors que le camion pompier, lui, va peut-être arriver à 60-70 km à l'heure, donc il essaie de se rendre aussi rapidement que possible au lieu. J'ai vu ça justement hier, c'est qu'il y a eu la voiture qui est tombée dans la côte Sainte-Geneviève, là, puis il y a 2 voitures de police puis une voiture un camion de pompiers qui ont descendu Murray, puis vu qu'il y avait moins de bollards, ben les automobilistes se sont tassés, c'est ça, temporairement dans la voie pour laisser passer les véhicules d'urgence. Alors je me dis, je pense que ça serait bon de réfléchir sur le nombre et l'emplacement des bollards, c'est ça pour l'année prochaine. Alors je vais arrêter mais je vais Parfait. quand même réclamer le souhait de revenir, c'est ça, pour Oui. d'autres de 2-3 minutes. Alors, vous pourrez revenir pour un deuxième droit de parole là, si on a épuisé le nombre de gens qui voulaient s'exprimer, mais c'est par mesure d'équité que je dois contrôler le temps, M. Maquet. Ouais, Alors, mais merci beaucoup. l'objectif, c'est pas Écoutez, nécessairement de donner le temps à tout le monde de dire je oui ne veux ou pas non. qu'on rentre dans un C'est débat sur le temps de de parole. l'information. Ouais. Je comprends. Mais on va prendre le temps de répondre au plus grand nombre de questions. Donc, concernant les bollards, est-ce que Mme Chalifou, vous voulez répondre, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Si je peux répondre brièvement concernant la réduction de la quantité de bollards en hiver, c'est en vue de favoriser et faciliter le déneigement de la piste. Effectivement, ça occasionne un peu plus de stationnement dans la piste cyclable en ce moment. Par contre, on est à chercher l'équilibre pour permettre le bon déneigement puis la praticabilité du lien en hiver et aussi justement de continuer à préserver la sécurité des piétons. On a l'intention de revenir au printemps, effectivement, pour réinstaller les bollards qui sont pas critiques en période estivale parce qu'on n'a pas de déneigement à faire ou en période en tout cas, où est-ce qu'on n'a plus de neige, là. Et il y a peut-être certains ajustements qui seront faits. Hein. C'est un projet évolutif, donc il y a peut-être certains ajustements qui seront faits concernant le positionnement des bollards par rapport à ce qui a été implanté cet été. Puis, concernant les passages de pompiers, vous l'avez bien mentionné, on entend la préoccupation, puis on en a parlé effectivement à la rencontre citoyenne hier, mais pour le bénéfice des gens ici présents aujourd'hui, nous, on est en contact avec nos équipes de services d'urgence ainsi qu'avec les ambulanciers des différents hôpitaux sur le parcours pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Puis, en ce moment, c'est pas quelque chose qui nous a été ramené. Par contre, soyez assurés qu'on va rencontrer nos équipes là, pour s'assurer de faire un suivi serré avec eux pour être certain que tout est en ordre, puis au besoin, effectuer les modifications nécessaires pour faciliter leur passage. Je m'arrête là-dessus. Peut-être un petit commentaire. Il y a quand même un citoyen hier qui a parlé qu'il y avait plus de sirènes qui étaient entendues actuellement que par le passé. Moi aussi, c'est mon impression. Puis c'est que là, des fois, c'est quand ici, ils ont des sirènes quand ils ont de la misère à passer. Alors, ils peuvent se débrouiller, mais c'est plus compliqué, là. Alors, donc, c'est un élément à tenir compte. Merci. On en prend note, M. Maquet. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais passer avec une question qui a été posée en ligne par écrit de Sofiane Pelletier. Donc, je pense que c'est la clinique de chirurgie esthétique. Avez-vous des informations concernant le temps d'accès au chemin Sainte-Foy depuis la côte Saint-Sacrement et la pente douce? Oui, Donc, je sais. Est-ce oui, que Véronique? Frédéric, Oui. tu voulais répondre directement ou je m'en occupe parce que j'ai vu que tu avais sorti les informations à ce sujet-là? Excusez-moi, j'attends une seconde. Ben, je pense Sinon, que on va y aller. tu peux Parfait. répondre sur la base de ce que Frédéric nous a écrit là. Oui, vas-y, Véronique. Excellent. En fait, pour les données de la côte, la réponse est en partie. On a des informations qui commencent à rentrer. Par contre, on n'a pas encore l'entièreté là, des données qui sont rentrées, particulièrement pour le secteur de la pente douce. Pour la côte Saint-Sacrement, on n'a pas les données. Par contre, je vais noter là, que je comprends que dans votre question, il y a peut-être un questionnement de se demander si c'est plus long maintenant là, dans la côte. Par contre, on a des relevés qui sont en train d'être faits aux côtés de nos collègues à la hauteur du boulevard de l'Entente. Donc, c'est une réponse partielle que je vous donne aujourd'hui, mais c'est des données qui sont en attente de notre côté. Parfait, merci beaucoup. Puis, je vois que Mme Dominique Boivin a levé la main.
Et nous avait aussi transmis une question concernant les crédits de taxes concernant la diminution du chiffre d'affaires possible de certains commerces. Donc, Madame Boivin, voulez-vous ouvrir votre micro? On va vous entendre. Puis après ça, je vais donner la parole à d'autres personnes pour que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y. Oui, en fait, moi, je suis vraiment inquiète, là. Je perds des clients depuis que la piste cyclable, elle est là. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres commerçants. On ne va pas acheter des fleurs en vélo, c'est mon voisin. On ne va pas à SAQ acheter une caisse de vin. On ne va pas non plus nécessairement avec les enfants essayer des lunettes, puis se stationner devant chemin Sainte-Foy. Donc, c'est extrêmement problématique pour des commerces super bien établis depuis très longtemps sur chemin Sainte-Foy. Les stationnements, là, il y a des travaux dans une des banques. Donc, les stationnements à l'arrière, à la caisse où il y avait des parcomètres auparavant, ils sont pleins en tout temps, à partir de 7h30 le matin jusqu'à à peu près 5h. Donc, pour une pharmacie, là, les gens ne viennent pas en vélo avec un bébé quand le bébé est malade. Les personnes essoufflées, là, c'est trop loin le stationnement de la caisse. Je suis en pourparlers avec l'Église pour un stationnement, puis ils me répondent que je ne peux pas avoir un stationnement en haut parce qu'il y a un conflit avec la ville. Puis tant que le conflit ne sera pas réglé, ils me louent un stationnement en bas de la côte. Mais moi, mes clients essoufflés, là, ils n'iront pas stationner en bas de la côte pour s'en venir à pied. Je suis prête à payer du stationnement à l'autre bord de la rue pour mes clients avec une affiche indiquant que c'est réservé pour Family Prix. Parce que les débarcadères que j'ai assez chialés, que vous avez fini par en mettre, j'ai eu une rencontre avec 2 architectes, puis on a réussi à placer des débarcadères, mais les débarcadères, ils sont toujours complets. Donc, c'est vraiment très, très, très problématique pour nous, de notre côté de chemin Sainte-Foy. Puis pour mes employés, de descendre en Basse-Ville, le temps de circulation à partir de Saint-Sacrement pour descendre par la Pente Douce ou par Saint-Sacrement, c'est extrêmement long. Ça a doublé pour mes employés. Le temps pour venir travailler, puis le temps pour retourner à la maison le soir. La majorité de mes clients qui sont assez en forme pour utiliser la piste cyclable, ils prennent encore celle sur la rue de Caillère parce qu'elle est plus sécuritaire. C'est ce qu'ils me disent. Puis, vous avez montré des belles photos de familles en vélo. Bien, maintenant, les familles sont sur le trottoir parce que la piste cyclable, elle est trop rapide pour des enfants. Les cyclistes, ils ne font pas leur feu rouge. Les personnes âgées sont stressées d'ouvrir leurs portes pour débarquer dans mon commerce quand ils réussissent à avoir une place dans un débarcadère. Donc, pour des commerces comme moi, ça ne fonctionne pas. Je comprends qu'il y a des commerces où c'est plus susceptible de faire arrêter des piétons ou des vélos, mais pour une pharmacie, pour un fleuriste, pour une SAQ, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une situation difficile. Puis moi, perdre des clients qui sont clients chez moi depuis 30 ans parce qu'ils ne sont pas capables de stationner, ça me brise le cœur. Parfait. Donc, merci de votre témoignage, Madame Boivin. Donc, Monsieur Lachance, voulez-vous intervenir par rapport au programme là, de financement? Oui, bien, Mme Boivin, en écrit, demandait est-ce que nous aurons un crédit de taxe pour la diminution du chiffre d'affaires? Ben, Mme Boivin, les taxes, ça ne fonctionne pas comme ça. Les taxes, c'est fait en fonction des services qui vous sont offerts par la Ville de Québec. On inclut là-dedans le service en eau, le service en aqueduc, le service en traitement des matières résiduelles, le service pour lequel, justement, il y a une rue devant votre commerce et pour laquelle on fait des entretiens. L'ajout de la piste cyclable est nécessairement un geste d'entretien aussi de ce lien-là. On a refait l'asphalte. Donc, pour nous, c'est là-dedans qu'on rentre dans les éléments de pourquoi les gens paient des taxes. Ce n'est aucunement lié avec les éléments liés au chiffre d'affaires, les taxes. Cependant, et ça, c'était très clairement dit dès le début des premières rencontres, nous avons mis en place des programmes qui sont disponibles pour favoriser via le regroupement des gens d'affaires, la publicité et la fréquentation des commerces de proximité sur le chemin Sainte-Foy. Ces programmes-là sont toujours actifs pour lesquels on veut continuer de faire les choses. Pour ce qui est des stationnements, ben, oui, on note votre commentaire, votre besoin peut-être qu'on surveille de façon un peu plus rapprochée les respects de délai pour les 120 minutes, les débarcadères. On prend bonne note de votre demande à cet effet-là. On prend note aussi de votre besoin de voir comment on peut ajouter d'autres stationnements à la hauteur de la rue du chemin Sainte-Foy et on travaille en ce sens pour des solutions. David en a glissé léger mot lors de sa présentation à cet effet-là et il va nous faire plaisir de venir vous revoir dès qu'on aura des conclusions positives pour ça. Donc, on est très sensible à la situation et on est en mode solution pour permettre à votre commerce de continuer de poursuivre ses opérations pour de longues années. Merci.
Parfait, merci beaucoup. Donc, Madame Vallière-Roland, vous souhaitiez intervenir aussi là-dessus? Allez-y rapidement. Oui, donc, écoutez, bien sûr, Madame Boivin, là, je vous remercie. Puis je réitère effectivement là, qu'on est sensible à ces questions-là. Puis on sait qu'il y a des clients qui sont davantage à mobilité réduite. Donc, ça fait partie des éléments justement qu'on examine justement pour s'assurer que les espaces de stationnement qui sont disponibles viennent répondre aux besoins des différentes clientèles. Puis c'était l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, justement de voir si, malgré le fait qu'il y a des espaces qui demeurent, qui ne sont pas utilisés complètement à pleine capacité, s'il demeurait des besoins. Donc, je pense que c'est important pour nous de vous entendre aujourd'hui pour qu'on voit quelles sont les différentes, s'il y a d'autres possibilités. Je tiens quand même à mentionner, là, parce que vous avez parlé du conseil de fabrique de l'Église, qu'il n'y a pas de conflit avec la ville. Il y a eu des discussions parce que justement, suite aux rencontres que moi j'ai eues avec plusieurs commerçants, la ville est entrée en discussion avec le conseil de fabrique pour évaluer différentes possibilités. Alors, il n'y a évidemment pas de conflit. Comme il ne s'agit pas d'un terrain qui appartient à la ville, mais plutôt un terrain privé, euh, les discussions jusqu'à maintenant sont allées au rythme de notre partenaire, là, qui est le conseil de fabrique. Donc, c'est la raison pour laquelle là, il n'y a pas d'entente. Donc, je voulais simplement vous le mentionner, mais on pourra poursuivre, là, si vous le voulez, Madame Boivin, là, les discussions suite à la rencontre d'aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec Madame Caroline Blais. À nouveau, on va voir si le micro fonctionne. Ah là là, ça ne fonctionne pas. On ne vous entend pas, Madame Blais. Il faut aller dans les paramètres de son à côté, le petit micro. Vous allez sélectionner le son de l'ordinateur normalement. Donc, oui, on vous entend. Cette fois, on vous entend. Allez-y, parlez fort, s'il vous plaît. Parlez fort. Oui, bonjour, Caroline, directrice de l'École internationale de Saint-Sacrement. Tout d'abord, merci beaucoup là, de nous convier à une rencontre là, pour qu'on puisse voir le bilan, mais également on puisse poser nos questions et donner nos commentaires. Vous avez mentionné quand même, là, moi j'ai inclus les opportunistes là, dans quand même un niveau de dangerosité pour nos élèves. Alors, ça fait quand même une personne sur 4, en fait, là, comme cycliste. Et pour avoir habité dans le quartier aussi, je suis très inquiète entre 4h et 5h30. On n'a pas de brigadier scolaire à cette heure-là. Nos élèves quittent le service de garde seuls. Des fois, on a des élèves, là, je vous dirais, à partir de la 4e année jusqu'à la 6e année, où ce que le parent va autoriser l'enfant à quitter seul vers 16h, 16h15. Et eux, ils veulent traverser. Ils ont été éduqués que lorsqu'on voit un signe de piéton, on a la liberté de traverser. Et les cyclistes ne le font pas, l'arrêt. Et moi, c'est arrivé quelques fois parce que j'habite dans le quartier de prévenir mes jeunes en disant non, 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 on regarde de chaque côté encore 2-3 secondes pour s'assurer qu'il n'y a pas de cycliste. C'est quand même dangereux. Et puis, c'est moi qui est allée dans les classes pour sensibiliser nos jeunes, mais je pense qu'au-delà de sensibiliser nos jeunes, il faut sensibiliser les cyclistes. Je suis inquiète, je vous avouerai, là, dans ces heures-là, il fait noir maintenant. On vive le Québec. Donc, je voulais voir, est-ce que la Ville va pouvoir faire peut-être une campagne de sensibilisation pendant une semaine de temps à nos cyclistes qui circulent ou être plus présent là, entre 4h et 5h pour vraiment faire un rappel qu'on a une école à côté avec des jeunes enfants. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Blais. Je peux prendre du moins une partie de votre question là, d'entrée de jeu. Je l'ai dit hier, je l'ai dit en septembre. Pour moi, c'est vraiment un des enjeux les plus préoccupants, là, la cohabitation piéton-cycliste sur l'axe. On reste à la base d'une équipe de mobilité active. Donc, notre objectif n'est pas le vélo, mais bien la mobilité active. Donc, l'usager le plus vulnérable, on le sait, c'est le piéton. Puis, pour nous, c'est vrai, là, on est d'accord que la cohabitation se fait bien à des moments, mais qu'il y a des moments aussi là, où c'est plus difficile. En septembre dernier, il y a eu la campagne d'une semaine d'accès qui a quand même accès transport viable qui a quand même payé. On travaille actuellement là, au développement d'une campagne plus large là, sur la cohabitation
sur nos liens cyclables, mais sur la route aussi pour septembre prochain. Je me prends une note. Il y a plusieurs citoyens qui ont parlé de la noirceur aussi, là. Je pense que de notre côté, il y aura une réflexion à pousser là, pour, entre autres, les cyclistes qui ne roulent pas de lumière. Ça, on se les fait dire par des automobilistes, mais aussi à l'inverse, là, le respect des feux piétons. Fait que c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup, puis qu'on est en train de travailler là, pour diffuser le plus d'informations. Je peux répondre un petit peu par la bande aussi. Madame Pelletier, dans le chat, nous a parlé des vélos électriques, des à-vélos. On sait que c'est une préoccupation parce que souvent, ils ont une vitesse plus élevée. On travaille actuellement avec le à-vélo, là, donc les gens qui sont propriétaires ou qui gèrent ce service-là pour développer une campagne de sensibilisation à l'entièreté de leurs abonnés pour le respect du feu piéton particulièrement puis la vitesse là, sur les liens cyclables. Fait que c'est des choses là, qu'on regarde puis qu'on travaille à l'interne, là, même si sur le terrain, vous ne l'avez pas encore vu apparaître. Fait que c'est vraiment quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, je dis toujours, c'est mon cheval de bataille. Là. Selon moi, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir mettre beaucoup d'efforts dans les prochains mois. Parfait, merci beaucoup. Alors, on poursuit avec Martin Beaulieu qui a levé la main. Peut-être nous dire à quel titre vous intervenez, M. Beaulieu. Bonjour, Martin Beaulieu, directeur général Caisse des Jardins du Plateau Montcalm. Donc, moi, c'est en lien avec la page 16 de la présentation. Oui, on va l'afficher. Oui. Dans le fond, c'est au niveau des zones de stationnement et les taux d'occupation. On voit des taux d'occupation quand même importants, là, de 67 dans l'après-projet qui ressemble à l'avant-projet. Moi, je l'avais déjà dit de toute façon que le stationnement était très utilisé là, en tout temps là, avant même la mise en place là, de la piste cyclable, et que ça ne me surprend pas tant. Par contre, ça aurait été intéressant de le voir plus, je pourrais dire, compartimenté en grandes heures. Là. On voit que ça a été fait de toute façon en période de 15 minutes, entre 8 et 21 heures d'une certaine façon. Moi, pour être là souvent entre 8 et 9, 9 et 10, c'est très, très calme, mais à partir de 10 heures jusqu'à 15 heures, là, effectivement, le taux doit être pas mal plus proche du 90-100 là. Bref, autant dans la zone 60 que 120 minutes. Là. Donc, peut-être que ça vient aussi montrer l'importance d'avoir du stationnement de proximité sur des heures de fréquentation de commerce là, de jour à d'autres endroits ou revoir, dans le fond, les certains paramètres. Mais bref, j'aurais aimé voir peut-être les données un petit peu plus fragmentaires qu'un pourcentage global d'utilisation à cette page-ci. Si Monsieur Beaulieu, on vous revient. En fait, je vous avoue que c'est par objectif de communication là, qu'on l'avait réduit pour être plus facile à saisir. Par contre, notre expert en données est en train d'aller rechercher ces données-là. On les là. Fait que dans les prochaines minutes, là, on devrait être en mesure de vous répondre. Parfait. Ça, on vous revient bientôt. Ça donc, sera pas long. On va aller les chercher, puis au besoin, sinon, on vous les partagera par courriel par la suite. Mais c'est vrai que pour le bénéfice de tous aujourd'hui, là, si on les a, on va les partager à tous. Donc, je vais poursuivre avec, donc, c'était un commentaire par écrit. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant, donc j'y vais avec le commentaire par écrit de Sofiane Pelletier pour la clinique de chirurgie esthétique. Nous avons des retards de nos employés et pour nos rendez-vous clients, cette situation est problématique et dangereuse. Je suis surprise de voir dans vos statistiques le peu d'accidents. Nous en constatons régulièrement. La vitesse des vélos électriques est critique. Les utilisateurs semblent offusqués de rencontrer des piétons. Je pense que les campagnes de sensibilisation ne rejoignent pas beaucoup les utilisateurs. J'ai eu conscience de plusieurs incidents près de l'hôpital Saint-Sacrement. Les gens qui vont à l'hôpital sont stressés, ne sont pas habitués aux signalisations. Il faudrait peut-être simplifier la signalisation afin de prioriser celle qui est importante. On ne sait plus quoi suivre comme indication. De plus, quels sont les commentaires des ambulanciers? C'est excessivement dangereux pour les utilisateurs de la piste cyclable, les piétons et les automobilistes avec les nombres de poteaux qui délimitent la piste cyclable. Donc, peut-être revenir sur la question des accidents, là, comment sont compilés les accidents du côté de la ville, puisque Madame témoigne là, d'accidents donc qu'ils ont constatés. Oui, M. O'Brien, puis après ça, Véronique, je pense, pour les campagnes de sensibilisation.
Merci. Alors, pour répondre à la question, les accidents, évidemment, sont toujours compilés lorsqu'il y a un appel qui est logé au 911, lorsqu'il y a une intervention policière. Donc, si l'accident est rapporté, qu'il y a une carte d'appel qui est ouverte au 911, ben, à ce moment-là, il va y avoir une donnée statistique qui va être générée. On est bien conscient que d'autres accidents qui ont sûrement eu lieu, et on a eu des rapports verbaux de gens qui nous ont dit de n'avoir vu. Le problème, c'est qu'on n'a pas de données officielles. Souvent, ça va être une légère collision sans blessé et les gens quittent. On n'appelle pas la police, ne déclarent pas l'accident. Donc, nous, on n'est pas capable d'avoir la donnée, évidemment, hein, parce qu'on n'est pas au courant, on n'est pas avisé comme organisation. Et la donnée ne se rend pas non plus à la SAC parce que, justement, il n'y a pas de rapport policier qui est fait dans le cadre de l'accident. Donc, on est bien conscient de ça. On sait que nécessairement, il y en aura pas eu, il y en a eu probablement d'autres, mais on n'a pas la donnée factuelle. Ce qu'on invite évidemment les gens à faire, c'est lorsqu'il y a un accident, ben, c'est de le déclarer, évidemment, là. Alors, pour permettre là, à l'ensemble des acteurs de la société, la ville, mais la SAC, d'avoir de la donnée. Sinon, évidemment, ça donne le résultat qu'on a présentement. On en a un. Celui-là, d'ailleurs, qui est mentionné dans la présentation, il est tout près là, de l'entrée de l'hôpital Saint-Sacrement. Donc, c'est dans ce secteur-là où il a eu lieu, entre une automobiliste et une cycliste et un automobiliste. Donc, voilà un peu l'explication technique de pourquoi on n'en a pas plus que ça présentement. Merci, David. Tu as quand même fait un bon tour. Pour les vélos électriques, j'en ai glissé un petit peu, là, un mot qu'on est en train de travailler avec Capital Mobilité là, qui exploite les à vélo pour faire de la diffusion d'informations puis justement sensibiliser les usagers de la route. Attendez-moi un instant, je vais retourner dans votre question pour être sûr qu'on a couvert. Pour les retards d'employés des rendez-vous du client, j'imagine que est-ce que c'est en fonction du stationnement ou bien c'est en fonction de la congestion automobile que les gens ont des retards chez vous? Est-ce que c'est les deux? C'est la congestion. C'est la congestion, OK. Bon, ben, écoutez, je vous ai écrit par courriel là, pendant la présentation. Vous pourrez aller valider. On va vous rencontrer pour les enjeux de livraison que vous aviez évoqués là, en message en début de rencontre. Fait qu'on pourra regarder à ce niveau-là. On le sait qu'il y a un nœud dans les feux de circulation entre Chouinard et Calixa-la-Vallée. Ouais, Chouinard et Calixa-la-Vallée. Donc, comme vous êtes à proximité de cet axe-là, c'est possible qu'il y ait un impact particulier sur vous. C'est un travail qui est en train d'être fait à l'interne de retravailler la programmation des feux pour mieux fluidifier l'axe. Donc, on espère qu'il va y avoir des résultats là, prochainement sur le terrain à ce niveau-là. Par la suite, je regarde le reste de votre commentaire. Pour les ambulances, on est en contact avec l'équipe du CHU qui gère les ambulances. Pour l'instant, eux ne nous ont pas soulevé d'enjeux majeurs et tout ça. Hier, on s'en est fait parler aussi à la consultation citoyenne. Donc, c'est sûr que nous, on va faire un retour avec eux pour valider est-ce que ils ont juste simplement décidé de ne pas nous téléphoner, là, parce que c'est sûr que le chemin Sainte-Foy, c'est un axe à la vie. Là, donc, c'est sûr que c'est un élément important puis qu'on souhaite que nos pompiers et nos ambulances là, puissent toujours circuler. Fait qu'on va prendre contact avec l'équipe là, avec laquelle on travaille le projet au sein de l'hôpital. Mais ce qui est dangereux, c'est la réaction des automobilistes, des vélos dans cet axe-là et des piétons. Les automobilistes sont obligés de se tasser sur la piste de vélo pour laisser passer l'ambulance. Ça devient, je sais pas, là, mais moi, je trouve ça dangereux à ce moment-là pour Normalement, le les positionnement piétons des et bollards. les vélos. Normalement, pour le positionnement des bollards et la zone tampon ont été faits pour que les excusez-moi, les automobilistes puissent aller s'accoter à la limite des bollards puis que l'ambulance ait assez d'espace pour passer au centre de la chaussée. C'est quelque chose comme je vous dis, on va recommuniquer avec l'équipe du CHU, là, mais normalement, dans le design initial là, du projet, c'est un élément qui avait été étudié. Parce que quand c'est congestionné, comment voulez-vous que les autos se tassent toutes dans la piste cyclable? Ben, c'est pas dans la piste cyclable, c'est dans la zone tampon. Donc, normalement. Parce que alors, Mme Pelletier, dans le feu de l'action, il n'y a pas de. Il faut que les gens agissent et qu'ils se tassent. On prend note de votre préoccupation.
Donc, je ne veux pas qu'on On veut rentre pas dans un créer de mort. dialogue, Ben non, mais pas oui, du tout tout. à fait, vous avez raison. Donc, Mhm. on poursuit. Si vous le voulez bien, on a les chiffres là, pour la question de M. Beaulieu. Donc, on les a affichés à l'écran, puis on les a aussi, je vous les ai partagés aussi dans le fil de discussion. Donc, la question, c'était le taux d'occupation plus détaillé là, pour les cases qui se situent sous la caisse des jardins. Il y a des cases de la caisse avec une durée de 60 minutes, puis d'autres cases ville pour une durée de 120 minutes. Donc, vous avez les taux là, qui sont affichés à l'écran. Là. Donc, vous pouvez nous revenir, M. Beaulieu, là, si vous avez d'autres questions là-dessus. Voilà. Donc, je poursuis. Je ne vois pas d'autres mains levées, mais là, je vois un commentaire je vais le lire, donc de M. Bertrand Gemme, qui est aussi président du Conseil des quartiers. Donc, il nous dit, je vous remercie pour votre présence, car que nous soyons pour ou contre le corridor vélo, donc la piste cyclable, la Ville de Québec prend les mesures pour faire un suivi et en informer le plus de gens possible. Espérons avoir d'autres rencontres similaires au printemps. Le Conseil des quartiers de Saint-Sacrement fera un retour sur ces rencontres le 12 décembre prochain lors de sa rencontre mensuelle. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, je vous invite à venir nous voir. Merci à tous de votre présence. Et puis, je précise aussi que c'est important, oui, vous pouvez en effet venir au Conseil des quartiers, mais surtout, si vous avez des commentaires ou des questions, il faut avant tout le faire à la ville directement. Donc, en faisant le 3-1, donc soit par téléphone ou par courriel, parce que par le 3-1, c'est là que ça se rend directement à l'équipe en charge du lien cyclable, également aux équipes de déneigement, aux équipes du transport, de la circulation. Donc, c'est important de faire le 3-1 en premier lieu. Donc, voilà. Véronique, je pense qu'on peut cocher terminé pour le commentaire de Mme Pelletier. Bon, je vois encore deux mains levées. Monsieur Maquet, oui, on va vous donner un deuxième droit de parole, puis ensuite, Madame Valérie-Roland, ou si vous souhaitiez intervenir là-dessus, Madame Valérie-Roland, allez-y. Oui, simplement, donc, Madame Lagy, là, vous indiquez effectivement d'écrire au 311 à la ville. Pour ceux d'entre vous qui êtes membres de l'Association des gens d'affaires, je vous encouragerais également à leur partager, que ce soit vos questions, commentaires, préoccupations. Bien sûr, les équipes, vous l'avez vu dans les derniers mois, ont été en contact avec plusieurs d'entre vous sur une base individuelle, mais sachez que l'interlocuteur de la ville pour ce qui est du développement économique sur l'artère, c'est l'Association des gens d'affaires. Alors, ça demeure important et un canal de communication là, pour nous qui est fort important. Alors, je vous encouragerais donc à leur parler le plus possible de vos réactions au projet et à ceux d'entre vous qui n'êtes pas membres aussi, peut-être à l'envisager parce que dans les prochains mois, bien sûr, on va continuer à parler du projet de piste cyclable, mais le projet fait partie d'une vision plus large aussi que nous avons pour la redynamisation de l'artère commerciale. Donc, bien sûr, on va continuer de discuter d'aménagement, on va continuer de discuter aussi de toutes les activités, les événements qu'on a commencé à organiser sur l'artère pour amener de l'achalandage dans vos commerces, de la requalification de l'Église du Très-Saint-Sacrement. Donc, tous ces projets-là, on le souhaite, vont avoir des répercussions positives sur vous et sur les citoyens du quartier. Et l'association là, demeure, comme je vous mentionnais, un partenaire important dans tout ça. Merci, Marie. Merci. Donc, Monsieur Maquet, on vous écoute. D'accord. Alors, j'ai un autre point. Ça a été soulevé hier et je suis d'accord avec la personne qui l'a soulevé. C'est sur la question de la visibilité des feux cyclistes. Et donc, la réponse qui a été donnée hier soir, c'est que c'est la taille des feux est régie par le tome 5 de signalisation. Alors, j'ai été consulter le tome 5, c'est ça, et il y a la possibilité d'avoir des lentilles rondes de 200 mm ou 300 mm. Alors, pouvez-vous nous dire c'est quoi la grandeur des lentilles? Est-ce que c'est le 200 ou le 300? Puis si on est déjà rendu aux plus grandes lentilles, à ce moment-là, il y a peut-être moyen d'accroître la luminosité du feu. Parce que le feu cycliste, on voit la lumière seulement à travers la silhouette du vélo. Donc, on n'a pas toute la luminosité du cercle, là. Donc, je pense que ça mériterait d'être regardé un peu plus attentivement.
Alors ça, c'est ce point-là. Je peux continuer avec mes 2 minutes. Oui, allez-y. Alors, donc, il a été question aussi hier soir de l'interdiction des virages à gauche pour les cyclistes à certaines intersections. Et on a répondu que ça avait été choisi de faire des virages en 2 temps. C'est ça, on demandait aux cyclistes de se rendre sur la rue transversale, puis ensuite de retraverser. Dans le quartier Montcalm, l'intersection de l'avenue Daisy et du chemin Sainte-Foy, c'est une intersection en T. Donc, il n'y a pas la possibilité de faire le virage en 2 temps, comme c'est le cas aussi à l'avenue de l'Alverne. Dans le cas de l'avenue Daisy, il y a une voie de virage à gauche prévue pour les voitures. Alors, je demanderais si ça serait possible de regarder ça de nouveau et peut-être permettre le virage à gauche des cyclistes, vu que le virage en 2 temps n'est pas possible. Bon. Juste un commentaire aussi, c'est que le comptage des cyclistes a été fait jusqu'au 6 septembre sur le chemin Sainte-Foy. Ce qu'on ne mentionne pas, c'est ça, c'est que pendant ce temps-là, le Père Marquette était bloqué. Il y avait des travaux qui étaient faits et donc toute la circulation qui normalement se passerait sur Père Marquette était déviée, c'est ça, sur le chemin Sainte-Foy. Alors, il me semble que ça serait bon de reprendre des comptages de ce côté-là. Vous avez parlé, c'est ça, d'installer une caméra pour faire du comptage dans le coin de Marguerite-Bourgeois. Est-ce que la caméra serait prévue aussi pour noter les conflits? La technologie existe, c'est ça, pour faire une analyse automatisée des conflits entre les différents usagers et pas seulement du comptage. Je ne sais pas si je suis rendu à... J'ai d'autres sujets, mais je vais arrêter là pour le moment. Alors, parfait. Merci, M. Maquet. Donc, concernant les feux de circulation pour les cyclistes, là c'est très technique, là, ce que vous demandez comme question, en lien avec le tome 5, je ne sais plus c'est quel document, mais est-ce qu'on a la réponse à ça? Oui, je peux peut-être répondre pour cette portion-là. Donc, la grosseur des lentilles, là, c'est 300 mm pour les feux auto ou autobus et 200 mm pour les feux cyclistes. Là. Donc, c'est ce qui est normé. Là. Donc, voulez-vous que je vous lise? Voulez-vous que je vous lise le texte du tome 5? Écoutez, je veux pas qu'on se lance dans un... Parce que là, on va ennuyer tout le monde, mais peut-être qu'on pourra regarder ça par la suite, M. Maquet, avec les experts. Les experts ont aussi le tome 5, là, donc on a des ingénieurs au transport qui pourront faire les vérifications. En tout cas. Alors, il y a on nous mentionne qu'il y a un dessin normalisé de tome 5, chapitre 8. Donc, ils sont au courant de ce texte-là. Donc, je comprends que vous souhaitez que peut-être les lentilles soient les plus grosses possibles. Donc, ça pourrait être analysé. Au niveau du virage en 2 temps à l'avenue de Daisy, permettre le virage à gauche pour les cyclistes, on en prend note. Oui, c'est vraiment un super bon commentaire. Là. Vous avez tout à fait raison que cet élément-là n'avait pas été traité parce qu'il n'y avait pas... Vous l'avez peut-être remarqué, là, actuellement, les virages en 2 temps sur le chemin Sainte-Foy sont aux endroits où il y avait un réseau cyclable sur les rues transversales. C'est un des points que David a mentionné à la fin de la présentation là, qu'on souhaite en rajouter. Donc, c'est pour ça que l'avenue Alverne et Daisy n'avait pas été traitée là, dans cette phase-là, mais c'est un super bon commentaire, je l'ai noté. Pour la caméra, j'ai réussi à parler à mon collègue qui gère ce dossier-là et il me dit que non, malheureusement, cette caméra-là va servir de comptage, mais ne va pas relever là, les conflits potentiels ou évités. Parfait. Puis il y avait aussi la question des comptages sur Père Marquette. Oui, ça, les comptages? Oui, bien entendu, on a des compteurs permanents sur Père Marquette et avec la caméra, on aura des comptages permanents sur le chemin Sainte-Foy. Donc, c'est données là, qui rentrent à tous les jours là, dans les ordinateurs de la ville. Le corridor Père Marquette n'était pas fermé. Il y avait 1 ou 2 entraves, là, si je me rappelle bien, à laquelle il y avait des détours cyclistes de prévus. Donc, vous avez raison que peut-être que dans ces endroits-là précis, il y a eu des fois un débordement là, sur le chemin Sainte-Foy parce que les gens préféraient peut-être ne pas prendre les détours, mais le corridor n'était pas fermé là, du tout. C'est vraiment à 2 points précis où les gens avaient des détours à effectuer. Mais ne vous inquiétez pas que
c'est des données qu'on suit de très, très proche puis qui sont constamment, qui rendent constamment, là. Donc, on a une idée assez claire de la situation. Juste pour Parfait. préciser, une des entraves au Paralbanel, c'est que on permettait le passage des cyclistes s'ils débarquaient du vélo et circulaient sur le trottoir, ce qui horripile les cyclistes, Mhm. là. Alors, c'était quand même une entrave majeure au passage des cyclistes. Parfait, merci beaucoup. Et puis là, nos experts nous disent concernant les feux, là, donc ils regardent d'autres options pour mettre de l'avant les feux cyclistes tout en utilisant les lentilles vélo normées. Et nous sommes conscients de ce problème. Donc, merci beaucoup, M. Maquet. Je vais poursuivre avec un autre commentaire qui nous est envoyé par écrit de Étienne Morin. Je crois que c'est le commerce La Boule Miche. Donc, au niveau des livraisons de commerce, la force est de constater que plusieurs livreurs continuent d'utiliser la piste cyclable. FedEx, UPS, Puro sont sans aucun doute les plus délinquants. Malheureusement, ils ne sont pas des partenaires d'affaires. Nous ne pouvons donc pas agir auprès de ceux-ci. Donc, observation par rapport justement au camion de livraison là, Je peux peut-être Oui, revenir là-dessus, Madame Lagier. Donc, oui, M. Morin, évidemment, nous, on travaille là, en partenariat avec nos collègues du service de police et aussi les agents de stationnement. Donc, vous avez vu cet automne, là, puis même dans les dernières semaines encore, il y a eu une bonne présence policière dans le secteur du chemin Sainte-Foy et ça va se poursuivre. Alors, on mise évidemment avec, il y a un volet de sensibilisation, de prévention, mais il y a aussi un volet d'intervention là, sur le terrain, ultimement, là, pour que le message passe aussi, là. Donc, on veut vous rassurer, on en est bien conscients, et nos équipes sur le terrain sont en action. parfait. Merci beaucoup. Euh, Là, je ne sais plus si la question du stationnement sur Père Pelletier, est-ce que ça a été mentionné en Non, mais réponse? On peut non, peut-être on n'en a pas préciser ça. parlé. Oui, J'attends un petit retour là, de mon collègue en signalisation pour compléter la réponse, mais il y a du stationnement actuellement, 60 minutes, si je ne me trompe pas. Il va me le confirmer dans les prochaines secondes. Sur la rue Pelletier, on a eu des demandes autant pour transformation en débarcadère que maintien du 60 minutes parce que ça répond là, à des commerces différents. C'est quelque chose qui est en analyse chez nous. Par contre, sachez que le taux d'occupation de la rue Pelletier est assez minime à peu près à tous les moments de la journée. Donc, c'est vraiment, si vous sentez que vous êtes dans ce secteur-là et vous avez des clients qui se cherchent du stationnement, la majorité des relevés là, qu'on a fait nous indiquent que sur Pelletier, c'est peu utilisé. Donc, c'est quand même pour, entre autres, je pense à Mme Boivin, là, tantôt, là, qui vers le secteur à laquelle rediriger, ça peut être intéressant là, de le mentionner à vos clients. Mais c'est en analyse là, si il y aura un maintien des 60 minutes ou bien là, une adaptation en débarcadère. C'est du parfait. Donc, 60 minutes de 9 à 5 du lundi au vendredi. C'est ce qu'on me confirme. parfait. OK, 60 minutes de 9 à 5 est parfait. Et la rue Pelletier, c'est donc la rue là, qui est perpendiculaire et où il y a la station-service là, au coin Et de la rue l'église. Ouais. et l'église de l'autre côté. Et il y a un feu piéton prioritaire aussi à cette intersection-là. Donc, en effet, pour les commerces là, qui sont le long, Famille des Prix, le Fleuriste et puis aussi la SAC, ça peut être utile en effet. Alors, merci beaucoup. Donc, je regarde si j'ai d'autres questions dans le QR. Je n'en vois pas. Donc, je vais redonner la parole à M. Maquet. Et puis ensuite, s'il n'y a pas d'autres interventions, ben, ce sera la conclusion de la rencontre. Donc, M. Maquet, on vous écoute. OK. Moi, j'aimerais mentionner que il faudrait clarifier la situation légale sur le passage des cyclistes lors des feux piétons. Disons que ce qui est indiqué dans le code de sécurité routière, c'est que les cyclistes ont le droit de passer sur un feu piéton, c'est ça, en cédant la priorité aux piétons. Euh, mais donc, le code ne clarifie pas qu'est-ce qui arrive s'il y a un feu cycliste aussi en même temps. Et le feu cycliste, s'il est rouge, ben, est-ce que c'est cette condition-là qui a priorité ou si c'est le code qui dit qu'on peut passer, c'est ça, sur un feu piéton comme cycliste. Alors, donc, je pense que ça, il y aurait quand même un effort à faire peut-être. Là, je pense que le code va être modifié prochainement. Là. Je ne sais pas s'il y a moyen d'intervenir dans ce sens-là.
Oui, ben, c'est une question super intéressante que vous avez, là, vous le savez, vous êtes expert en sécurité routière, là, mais c'est les règles du MTQ, donc du ministère des Transports qu'on suit à ce sujet-là. Il y a en effet un espèce de petit flou pour les vélos parce que dans le fond, vous l'avez très bien dit, le vélo a le droit de prendre le feu piéton à condition qu'il s'arrête et qu'il laisse passer les piétons avant de s'engager. Il a le droit d'utiliser les feux automobiles et il est prioritaire sur les feux cyclistes. Donc, c'est vrai que ça donne un flou réglementaire, là, pas facile à comprendre et à gérer, mais en effet, on partage vos commentaires au ministère des Transports dans le but de la révision du guide. Là. On doit, nous aussi, jongler avec ces flous médiatiques-là, là, ben, médiatiques et réglementaires là, pour le vélo. D'accord. Autre point, sur le déneigement, là, vous avez parlé des efforts de la ville, c'est ça, de déneiger les trottoirs et la piste cyclable. Mais il y a un autre phénomène aussi qui entre en ligne de compte, c'est les gens qui déneigent leur entrée charretière. Des fois, c'est des contracteurs. C'est ça, et donc j'ai vu des cas, c'est ça, où eux autres ajoutaient de la neige dans le sens contraire, là, mais ça bloquait la voie pour les cyclistes. Là. Alors, je pense que ça, il y aurait lieu de regarder ça plus attentivement. C'est tout à fait en travail avec nos collègues qui s'occupent du déneigement. C'est un enjeu qu'on connaît et qu'on est au fait. Vous avez parlé aussi, c'est ça, d'avoir plus de marquage vert. Selon ma compréhension du Code de sécurité routière, le marquage vert prévu dans le tome 5 de règlement de signalisation est très limité. C'était une zone d'approche, c'est ça pour un sas vélo. Donc là, à la Ville de Québec, vous faites une utilisation pas tout à fait prévue, disons-le comme ça, là, c'est ça, dans le tome sur le marquage, là, le tome 5. Mais ça, peut-être que ça serait bon aussi de faire des représentations auprès du ministère des Transports, parce que je pense que C'est tout à fait le cas avec la ville de Laval et de Montréal, qui est aussi des villes au Québec qui utilisent les normes ontariennes dans ce cas-ci. C'est en travail auprès du ministère des Transports. Parfait. Alors, mais M. Maquet, oui, ouais. je veux juste m'assurer parce que là, on est vraiment dans un dialogue d'experts, puis on est dans une séance pour les besoins, préoccupations des commerçants. Alors, je veux juste m'assurer que ça soit d'intérêt pour tout le monde, là. La session était pour les commerçants, les institutions et les organismes. Oui, tout à fait. Mais je veux m'assurer que ça soit d'intérêt pour tous les gens qui participent. Donc, je vous laisse une dernière intervention, puis ensuite, on va conclure. Bon. Alors donc, moi, je voudrais demander que vous regardiez de très près sur la question de la plateforme d'autobus. C'est ça que vous avez parlé comme un développement à venir. La sécurité des personnes malvoyantes est extrêmement importante dans ce dossier-là. Ça demande un espace suffisant où on devrait installer des plaques podotactiles, c'est ça. Et j'aimerais signaler le fait qu'il y a au moins une élève de l'école Anne Hébert qui est aveugle. C'est ça, là. Alors disons que c'est pas théorique, c'est ça comme souci, là. Il faut faire bien attention. Puis l'espace est limité, alors c'est un beau casse-tête, là. Oui, tout à fait. Puis sachez, par exemple, qu'on est en lien avec la table en accessibilité universelle là, qui regroupe différents organismes de la région pour des gens vivant avec un handicap. Puis, il y a des objectifs de sortie de terrain avec eux, de validation des plans. Les plans ont déjà été bonifiés suite à des rencontres avec eux. Donc, c'est un travail là, qu'on fait constamment avec eux. Il y a en effet des plaques podotactiles qui sont prévues. Ouais, mais je vous inviterais à aller au-delà de la table parce que la table ici à Québec connaît peu encore les plaques podotactiles. C'est ça, il y a des municipalités qui en ont installé depuis beaucoup plus longtemps. C'est ça, là, et je pense qu'il faut profiter de leur expérience en plus. Parfait. Alors, merci, M. Maquet. Alors, aviez-vous terminé ou on conclut? Disons que moi, j'aimerais quand même soulever aussi un autre point sur le stationnement.
parce qu'on n'a pas parlé du tout, mais l'équipe a fait un ajustement pour offrir du stationnement réservé aux parents de la garderie à l'école Anne Hébert. Ça n'avait pas été mentionné, là. Il y a 6 places, c'est ça, 3 de chaque côté de la rue. Je pense que vous avez bien estimé la demande. C'est ça, là, je pense que c'est occupé, là. Ça a été un bon ajustement fait en cours de route. Pour le détournement de circulation, vous avez parlé, c'est ça qu'il y avait comme pas eu trop de changements du temps de parcours, mais avec l'interdiction de virage à gauche en direction est, donc c'est déjà interdit à Marguerite Bourgeois. Donc, soit qu'on tourne à Vimy ou auparavant, donc dans les zones résidentielles, ou on va jusqu'à Calixa-la-Vallée. Mais ça, c'est un détour assez gros. Puis là, le problème, c'est que si vous envoyez les gens qui sur le boulevard de l'Entente, l'intersection du boulevard de l'Entente et de la côte Saint-Sacrement est problématique. Là. Il y a des problèmes de visibilité importants. Là. Alors, disons que ça aussi, il faudrait regarder ça plus attentivement. Oui, vous avez raison. Il y a des comptages qui sont prévus là, à venir dans les prochaines semaines pour cette intersection-là. Puis il y a une équipe, c'est pas nous par contre, mais il y a une équipe au service des transports de la ville là, qui est dédiée 100% à cette intersection-là là, pour regarder justement c'est quoi les possibilités de réaménagement s'il y a lieu, puis c'est quoi les impacts. Est-ce qu'il y a eu des impacts du lien cyclable? Parce qu'on sait que c'était une intersection qui était quand même problématique avant le projet aussi. Là. Donc, il y a une équipe qui travaille. C'est pas nous, mais il y a une équipe qui travaille directement sur cet enjeu-là. Parfait. Et, Je crois sur que les David, oui, je sur pense. les collisions, il faut se souvenir que la SAC ne recueille que des rapports d'accidents entre véhicules et cyclistes ou véhicules et piétons. Il faut qu'il y ait un véhicule d'impliqué. Donc, des collisions entre piétons et cyclistes, c'est ça, la SAC ne s'y intéresse pas, on pourrait dire ça comme ça. Là. Puis je dirais à ce moment-là, ben la police est moins portée aussi s'il n'y a pas eu d'hospitalisation, quelque chose comme ça. Là. Alors, il faudrait peut-être essayer de trouver d'autres mécanismes, c'est ça, pour faire un suivi de cette question-là. Parce que ça peut être une préoccupation. Là, j'ai vu, là, c'était pas des cyclistes, mais des trottinettes électriques. C'est ça qui faisait comme 40 km à l'heure. Là, alors, disons que c'est un risque qui est accru un petit peu là, à cause de la piste. Voilà. Tout à fait. Merci. Parfait. Donc, merci, M. Maquet. Donc, je pense que David voulait intervenir ou c'est terminé? Non, c'est correct? OK, parfait. Donc là, je vois M. Lachance qui a levé la main. Oui, allez-y, M. Lachance. Ben, en fait, je voulais peut-être juste dire pour M. Maquet, le gouvernement a lancé hier son nouveau plan d'action au niveau de la stratégie de sécurité routière sur lequel la perspective envers les piétons, cyclistes et micromobilité était en évolution. Donc, peut-être que la SAC réussira maintenant à mesurer d'autres choses que seulement les conflits auto et vélo. Donc, on a espoir. Nous, on milite pour ça, sachez-le, à la Ville de Québec. Et ça n'empêche pas que nous, on regarde aussi toutes les cartes directement du 911 dans son ensemble. Donc, on est bien à l'aise pour l'ensemble. Et Marie, tu voulais-tu que je fasse la conclusion comme on n'avait plus de main levée et autres questions? Alors oui, je pense qu'on serait prêt pour la conclusion. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc allons-y. Comme ça, on termine avant 11 heures. Merci. Excellent. Ben, merci à toutes et tous de vos interventions. On essaie, comme vous le savez, de continuer l'amélioration de ce projet de mobilité active. Hein. On a beaucoup parlé du vélo, mais il en demeure pas moins qu'il y a des améliorations qu'on réfléchit aussi, bien entendu, pour la circulation des piétons. Merci aussi à ma collègue Catherine Vallière-Roland, très impliquée dans le milieu, très à l'écoute. Je sais qu'elle fréquente vos commerces, je sais qu'elle est là sur le
terrain, pour mesurer, pour aider, pour se faire aussi une voix auprès des équipes et de moi-même. Sachez qu'on parle souvent de vous, le Chemin Sainte-Foy, pour continuer nos améliorations. Merci à notre équipe de professionnels, David, Véronique, particulièrement aujourd'hui pour la présentation, les réponses aux questions. Et un grand merci à Marie pour ton animation, toujours aussi excellente lors de nos activités de participation publique. Et je vous souhaite un vendredi, encore une fois, bien occupé, une fin de semaine bien occupée à nos commerçants. Et bon début de temps des fêtes. Alors, merci à tous. C'est ce qui m'a fait à la rencontre. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.